Eh bien, ce que je vous propose, c'est peut-être donc de démarrer ce dernier jeudi de la FEMS de la saison, consacré donc à la question des communautés et musées. Avant de débuter, voilà, vous précisez de bien penser à couper vos micros durant les échanges et éventuellement voilà, de couper votre caméra puisque cet épisode sera enregistré puis diffusé sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, pardon. Je vous invite d'ailleurs peut-être à rattraper nos précédents épisodes puisque c'est déjà la 3e saison des Jeudis de la FEMS. Donc il y a matière à visionner. Et puis je vais donc laisser la parole à Sébastien Magro, que nous remercions de la FEMS d'avoir bien voulu animer, préparer et puis modérer cet échange. Donc pour vous présenter, Sébastien, vous êtes journaliste et enseignant. Vous êtes éditeur de l'infolettre La Botte de Champollion, qui est consacrée à l'héritage colonial et esclavagiste des musées. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans divers établissements patrimoniaux et vous avez notamment été chef de projet éditorial au musée du Quai Branly de 2012 à 2019. Et vous travaillez plus largement sur le rôle social des musées, la politique des publics, les questions de diversité, d'inclusion et d'accessibilité. Et je vais donc vous laisser la parole de ce pas pour que vous puissiez introduire cet échange. Merci François, merci beaucoup. Merci à la FEMS pour son invitation pour animer cette table ronde ce matin. Donc je suis ravi de vous retrouver ce matin. On va donc parler des questions de communauté et de musée. Je vous présente tout de suite nos intervenants et intervenantes. Donc ce matin, nous sommes avec Julia Ferloni, qui est co-commissaire de l'exposition Barvalo et qui est responsable des collections artisanat, commerce et industrie au MUCEM. Nous avons également Gabi Jiménez, qui est artiste plasticien et qui est membre du comité d'expertes et d'experts qui ont travaillé sur l'exposition Barvalo. Nous sommes également avec Julie Léonard, responsable des inventaires du patrimoine culturel immatériel et de la valorisation de la diversité culturelle dans l'association Bretagne Culture Diversité. Et enfin, Marianne Tissandier, qui est responsable des collections du musée de Nouvelle-Calédonie, présidente de la MEP, l'association des musées et des établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, que nous remercions chaleureusement d'attirer sa journée de travail puisque il est actuellement 19h à Nouméa. Donc pour elle, c'est la fin de la journée. Alors avant de leur donner la parole, je vous propose quelques éléments de cadrage pour cette table ronde autour de la notion de communauté. Évidemment, je ne vous apprends rien, la question des communautés est bien connue par les écomusées, de par leur ancrage territorial et plus précisément de par les relations qu'ils entretiennent avec les populations locales, dont la participation est l'un des principes fondateurs. De leur côté, les musées-sociétés sont également amenés à échanger avec des communautés diverses pour remplir leur mission de raconter le monde qui est le nôtre. En préparant cette table ronde, j'ai repensé au témoignage de Caroline Alberola, qui travaille au Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg, dont j'ai pris connaissance lors d'un séminaire, le séminaire GREN, qui est commun à l'école du Louvre et l'UQAM, dont peut-être certains et certaines d'entre vous ici le connaissent. Elle a présenté un projet qui s'appelle la couverture des témoins. C'est une installation qui réunit plus de 800 objets recueillis lors d'une longue enquête de terrain sur les sites des pensionnats indiens auprès des survivantes et des survivants de ce sombre épisode de l'histoire canadienne et qui sont répartis sur l'intégralité des provinces du pays. Ce qui m'a marqué dans cette intervention, c'était la manière dont elle a expliqué combien la collaboration avec les communautés autochtones a altéré le fonctionnement même du musée. Il y a 3 points que j'ai retenus. Le musée n'est pas propriétaire de la pièce, donc la couverture des témoins. Il n'est que le dépositaire des témoignages et il est garant de leur transmission. Elle explique également que les protocoles vraiment de travail ont évolué. Par exemple, la durée de réunion qui était prévue pour des réunions très efficaces, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous sont familiers avec le mode de travail en Amérique du Nord, mais voilà, une réunion, c'est 45 minutes, 1 heure grand max. Et là, en fait, on est passé sur des réunions qui passaient déjà parfois plus de 3 heures pour permettre aux personnes de déployer leurs pensées. Elle rappelait que le mode de pensée des autochtones du Canada est plus circulaire que linéaire, et donc on revient régulièrement sur des points pour déployer en fait au fur et à mesure. Enfin, elle explique que les équipes du musée ont dû faire preuve d'humilité face aux différentes interprétations d'un même fait parfois, selon les points de vue autochtones ou les points de vue institutionnels. Au final, un élément qui m'a semblé important, c'est qu'elle rappelait que il faut donc associer les personnes concernées dans les projets qui les concernent. Et elle rappelait le slogan que vous avez peut-être entendu, qui est « Ne faites rien pour nous, sans nous », qu'on retrouve également dans les mouvements de lutte pour les droits des personnes en situation de handicap et également dans l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida, comme en a témoigné l'exposition du MUCEM sur le sujet il y a maintenant 2 ans.
Alors, plus près de nous, je cite également souvent un autre exemple qui s'appelle Our Shared Cultural Heritage. C'est un programme britannique qui s'adresse à des jeunes de 12 à 25 ans, originaires de la diaspora d'Asie du Sud-Est. C'est majoritairement des filles et des jeunes femmes. Et en fait, elles organisent des actions de médiation, à la fois in situ et en ligne, dans l'objectif de se rapprocher de ces publics qui sont appelés éloignés, comme vous le savez sans doute, dans le jargon qui est le nôtre des institutions muséales. Il s'agit donc de jeunes personnes racisées qui travaillent à faire venir d'autres jeunes personnes racisées dans les musées partenaires à Manchester et à Glasgow. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est que les institutions sont obligées de faire preuve d'humilité en acceptant quelque part de se mettre de côté à certains égards, de remettre en question leurs pratiques, de remettre en question leur fonctionnement ordinaire pour accueillir des personnes qui n'ont pas forcément les codes ou les clés qui sont ceux des musées habituels, enfin les codes habituels qui sont ceux des musées. Alors au final, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui change lorsqu'un musée travaille avec une communauté spécifique dans le cadre d'un projet, comme une exposition ou une action de médiation? Comment les musées peuvent-ils bénéficier des apports des communautés, mais sans non plus les utiliser, voire nuire au passage aux communautés elles-mêmes? Je pourrais vous citer encore bien des exemples. Je pense notamment au Brooklyn Museum, qui a collaboré avec 5 populations autochtones dans la région de New York lors de son processus de reconnaissance de territoire, ou encore le Musée national de l'éducation à Rouen, qui mène depuis 2017 une collecte de documents de lutte contre les LGBTI-phobies, en partenariat avec des associations LGBTQIA+. Mais je préfère laisser la parole à nos invités, avec lesquels nous allons tenter de répondre à ces questions. Alors pour commencer, j'avais envie de vous proposer une question qui pourrait paraître plus complexe qu'il n'y paraît, je crois. Quelle est la définition que vous donneriez à communauté? Que signifie le terme communauté dans le cadre de votre travail, dans votre contexte au travail? Peut-être que je vous propose, on commence par Julia, si tu veux bien. Volontiers, merci de me donner la parole et de manière plus générale de m'avoir invitée ce matin. À la définition que j'utilise, parce que je la trouve très pratique, qu'elle me parle et elle a été créée pour les musées, c'est celle qui… Pardon, je suis covidée, donc du coup, si je tiens des propos incohérents au bout d'un moment, voilà, ça sera normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est le Covid. Donc cette définition, c'est celle de Laura Browns et Alison Pierce, qu'elles ont développé en 2003 dans leur livre Museums and Source Communities, notez l'accent. Et donc, alors, elle parle beaucoup, et c'est aussi ma formation d'origine, à savoir les arts du Pacifique. Donc, elle se base beaucoup sur les communautés telles qu'on les entend au sens de communautés autochtones. Mais cela étant, moi, ça me semble quand même pertinent comme définition. Et donc, elles disent qu'en fait, des sources des communautés sources, ce sont celles dont émane le patrimoine qui est dans les collections des musées, en principe d'ethnographie, mais pas que. Et que ça englobe aussi bien des communautés du passé, donc celles qui ont produit ces objets ou auprès desquelles elles ont été collectées, que les communautés d'aujourd'hui, que ce soit les communautés qui sont, pour ce qui est des communautés ethniques qui vivent toujours dans le pays, ou que ce soit les diasporas. Et donc, moi, ça me semble être une définition pertinente parce que, donc, comme je vous le dis, elle est adaptée au musée. Et elle dit qu'on ne peut plus rien faire au musée aujourd'hui sans prendre en compte la voix de ces communautés, d'où émane le patrimoine qui est dans nos collections. Et donc, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est ce lien entre le passé et le présent, et même l'avenir, puisque finalement, c'est aussi la manière dont ces communautés vont aussi envisager le patrimoine qui vient de chez elles, la manière dont on va aussi le conserver, le présenter pour le futur. Voilà la définition que je vous propose pour ce matin. Gabi, vous voulez peut-être rebondir, peut-être pour compléter ce qu'a dit Julia, enfin en tout cas dans la perspective de l'exposition sur laquelle vous avez collaboré? On a perdu Gabi. Oui, c'est dommage qu'on le perde sur une image où il est un peu renfrogné parce qu'il est plutôt riant d'habitude. Alors peut-être Marianne, si tu veux prendre le relais? Comment tu envisages la Pas de communauté souci. de ton côté? Comment est-ce qu'on l'envisage en Nouvelle-Calédonie? Alors c'est vrai que pour nous, donc déjà merci encore, de cette invitation. Pour nous, au musée de Nouvelle-Calédonie, donc qui est actuellement en rénovation, donc on a pas mal de travail justement avec les différentes communautés. Alors c'est vrai que la définition de Laura Pierce est tout à fait, telle que nous on utiliserait aussi, mais
c'est vrai quand on parlera de communauté, on parlera généralement de communautés minoritaires en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui ne sont pas d'origine kanak, parce que les Kanaks, donc la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, correspond à 40% de la population. Et c'est vrai que nous, au musée de Nouvelle-Calédonie, bon, qui abritons une grosse collection kanak, mais aussi d'autres communautés. Voilà, ça va être kanak et d'autres communautés, qui va du coup englober à la fois les Européens, la diaspora de Polynésiens, qui soient de Wallis et Futuna, de Tahiti, les diasporas asiatiques, de Vietnamiens, Indonésiens, Chinois, Japonais, Antillais, Vanuatais, voilà. C'est un peu un gros melting pot quand même, la Nouvelle-Calédonie, mais avec des pourcentages différents. Donc, pour nous, communauté, ça va être plutôt les autres, pas la communauté autochtone en fait, très souvent, et donc avec qui on va travailler. Merci Marianne. On réessaye Gabi. Oui, impeccable. Gabi, Je crois que ça y est, vous m'entendez là. Ouais, super, on vous entend. Ouais. Voilà, nous, quand on parle de communauté, elle est plurielle en fait. Hein. On est tous issus théoriquement d'une diaspora qui viendrait d'Inde, mais on l'a oublié. Hein. Donc nous, toutes nos communautés, on parle donc des communautés romanies qui sont plurielles, elles s'appuient sur un tronc commun, on va dire, entre guillemets, qui est peut-être la langue et peut-être certaines habitudes sociales et culturelles. Mais après, chacun a développé sa propre culture, en fait. Vient s'ajouter une culture qui est purement européenne, qui sont celles des gens du voyage, pour l'essentiel, qui eux-mêmes ont emprunté sur d'autres cultures, sur nos cultures, des modes de vie, des bribes de maintien, de mouvement et d'économie. Donc, c'est assez compliqué. Ça a été pour notre cas, ça a été super compliqué de mettre d'accord, on va dire, tout le monde, parce que chacun, il a sa propre conviction de lui-même. Et donc, quel était le parti pris qui faisait que ça nous réunissait plutôt que ça nous séparait. Et donc, ça a été la langue et puis l'autre qu'on désigne comme l'étranger, le gadjo. C'est ça qui nous a permis, en fait, de pouvoir construire justement quelque chose qui nous ressemblait. Bien évidemment, toujours d'une manière plurielle. Même si de l'extérieur, par exemple, ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient, ils ont l'impression qu'on est homogène, en fait. On est comme ça fait. Moi, je fais toujours des parallèles avec les tribus amérindiennes où, par exemple, les colons vont voir des tipis et ils vont voir des êtres humains avec des plumes et ils vont dire ça, c'est des Indiens d'une façon tout à fait homogène, avec les mêmes chants, les mêmes rituels, les mêmes trucs et tout ça. Et bien, de l'autre côté, nous, c'est pareil. Quand on voit, par exemple, les cultures romanies, on va dire, ah, bah, c'est des gitans qui sont en caravane ou pas, c'est des gitans. Les Gypsy Kings, c'est des bohémiens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'on est vraiment distingué par nos fonctionnements et la façon de voir nous-mêmes notre propre culture et celle des autres. Voilà. Super, merci beaucoup Gabi. En effet, c'est intéressant aussi, il y a la question de la langue et la question de l'homogénéité. Je pense qu'on va peut-être y revenir. Julie, pour enchaîner avec toi, comment est-ce que vous envisagez la question de la communauté à Bretagne Culture Diversité? Oui, eh bien, donc bonjour à toutes et à tous. Ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit sur la notion de pluralité, où sont vraiment des personnes et on essaye de casser un peu cette vision homogène et idéalisée qu'on peut avoir d'une communauté qui ne serait pas traversée par des tensions et autres. Mais nous, là-dessus, on a plutôt deux textes de référence qui sont la convention de Faro, donc qui est la convention cadre du Conseil de l'Europe pour la valeur du patrimoine culturel, donc qui a été votée en 2005 et qui en fait, c'est assez intéressant parce qu'elle donne une définition de la communauté patrimoniale. Et donc, elle précise que ce sont des hommes et des femmes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel et qu'elle s'organise, qu'elle souhaite se mobiliser en fait au sein de l'espace public pour maintenir et transmettre ce patrimoine auquel elles tiennent. Donc il y a cette dimension dans l'espace public de vouloir agir dans l'espace public qui est intéressant. Et on fait le lien aussi avec la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont on a fêté les 20 ans cette année.
et qui, en fait, là, donne un rôle aux communautés dans la définition même de ce qui fait patrimoine. Et c'est ça aussi, nous, qui nous intéresse, c'est-à-dire que au regard de l'UNESCO et de cette convention, ce ne sont plus les experts, les professionnels du patrimoine qui vont dire ce qui fait patrimoine, mais ce sont vraiment les communautés qui vont dire ce qui, pour elles, fait patrimoine. Et du coup, elles peuvent se mobiliser, si on lit les deux, dans l'espace public en disant ben, ça, pour nous, c'est du patrimoine et on veut alors une reconnaissance qui peut prendre plein de formes, mais souvent une reconnaissance institutionnelle, symbolique, enfin, il y a plein de formats différents. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en toile de fond, on va lier ça avec les droits culturels. Et donc, notamment la déclaration de Fribourg de 2007, où le droit à chacun de dire ce qui, pour lui, voilà, fait sa culture, fait son patrimoine. Et on se rend compte, quand on travaille sur le patrimoine immatériel, que ça participe à déhiérarchiser un peu les formes de patrimoine. Et ça redonne une place aux communautés dans la décision de leur culture, de leur patrimoine. Et donc voilà, nous, c'est vraiment avec ces deux textes-là qu'on travaille au quotidien. Merci Julie. D'ailleurs, il y avait un point dans la convention de Faro que j'ai noté. Il est stipulé que la convention évoque le principe de responsabilité partagée. Je pense que tu as déjà commencé un peu à nous en parler. Est-ce que peut-être tu pourrais développer un peu plus là-dessus? Je pense que ça va nous intéresser pour la suite de l'échange. Effectivement, l'idée, c'est de dire que c'est pas juste de la consultation des communautés, mais c'est un vrai travail, et je pense que ça fera le lien effectivement avec la suite, mais de collaborer, et on a tous, quelle que soit notre position, une responsabilité dans la transmission de ce patrimoine, que ce soit les pouvoirs publics, les institutions, mais aussi les communautés. Et c'est comment on arrive à trouver un point de jonction pour une démarche dans l'espace public pour assurer ce patrimoine, la transmission de ce patrimoine-là. Ouais. Donc, c'est aussi des nouvelles manières de travailler. Et je pense que ça va être illustré avec des exemples ensuite. Ouais. Merci Julie. En effet, alors c'est intéressant parce que je vois que là déjà on a pas mal d'éléments qui émergent. On a la question de la communauté plurielle, de rejeter un peu l'homogénéité qui peut être perçue d'un côté. On a cette question du lien, enfin de l'articulation entre les communautés, le patrimoine culturel et matériel, les droits culturels également, avec ces différentes conventions que Julie a évoquées. On a cette question aussi de la collaboration, de la responsabilité de part et d'autre. Je pense que ça aussi on va y revenir, et peut-être même de la question de la reconnaissance du travail des communautés. On va sans doute en parler également. Si personne n'a d'éléments, enfin d'observations, de questions là-dessus, je pense qu'on peut directement enchaîner. Alors, avec une question qui est assez fondamentale dans notre table ronde, c'est quand une institution culturelle collabore avec une communauté, ou d'ailleurs on peut inverser le propos, quand une communauté collabore avec une institution culturelle, qu'est-ce qui se passe en fait de part et d'autre? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? Voilà, qu'est-ce qui change en termes de pratique à l'interne, et même dans le propos aussi, en termes de communication, de médiation. Peut-être que je me dis, on pourrait reprendre avec Julia et Gabi sur l'exemple de l'exposition Barvalo, si vous voulez nous en parler un petit peu plus. Tu veux parler tout de suite, Gabi, ou je commence? Bon, je vais commencer. J'ai l'impression que tu es encore en mode Reine des Neiges, Frozen. Ouais, non, c'est bon, c'est le temps de trouver le micro. Voilà, non, tu peux commencer. D'accord. Tu peux y aller. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie des 100 000 et plus visiteurs qui ont pu voir Barvalo ces mois passés, Barvalo, qui signifie en langue romanie riche et fière, était une exposition donc consacrée aux populations d'origine romanie en Europe, donc pas uniquement la France, et qui était une exposition qui parlait de l'histoire des populations romanies, mais qui montrait aussi leur combat actuel pour faire reconnaître leurs droits. Et qui donc, de manière générale, leur donnait la parole, d'autant plus que donc elle a été co-créée. On était 19 à travailler sur ce projet pendant 4 ans. Donc, comme l'a dit Sébastien, Gabi faisait partie de ce qu'on a appelé notre comité des experts et des expertes de Barvalo. Donc, pour travailler ensemble pendant 4 ans, il faut imaginer que en fait, le musée, lui, il a travaillé 7 ans sur ce projet. Donc, ça commence à donner une amorce de réponse quant à
qu'est-ce que le musée y gagne? Il y gagne du temps long, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y perd? Il y perd en zénitude aussi, parce que le musée n'est pas du tout paramétré finalement pour accueillir des projets de ce type. En tout cas, le MUSEM, au moment où on a travaillé sur ce projet en même temps que l'exposition sur HIV-Sida, le musée il n'était pas vraiment prêt pour ce genre de collaboration étroite où on donne vraiment la parole sans censure. En tout cas, dans notre cas, on n'a pas eu de censure, sauf sur un petit point qui est le musée du Gadjo, mais Gabi en parlera mieux que moi. Donc, en fait, il faut d'abord qu'on arrive à expliquer à nos collègues comment on va travailler sur le temps long, comment on va les impliquer sur un sujet qui est sensible pour le coup. Par exemple, avec la com, on ne peut pas se permettre de travailler de la manière habituelle où la com va dans les derniers mois de l'exposition faire son programme. Nous, on en avait dit dès le début, les gars, on ne peut pas avoir tzigane ou bohémien dans le titre, on ne peut pas avoir une photo d'une dame avec un enfant qui mendie dans la rue, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on travaille vraiment de manière très étroite. Et là, pour ça, il a fallu revoir tous les protocoles finalement avec tous les départements du musée pour qu'on travaille la main dans la main. Alors, ça a été contraignant, mais à la fin, il y a les collègues qui ont travaillé avec nous qui nous ont dit, en fait, mais heureusement qu'on a travaillé comme ça. D'abord, on est fiers de ce qu'on a fait. C'est plus équitable, c'est plus juste. Et ça nous a permis de pas faire des bêtises, alors que nous, on aurait fait les choses de bonne foi. Enfin, même moi, la première, si je n'avais pas travaillé avec Gabi, si je n'avais pas travaillé avec Nelly Debar, avec Sacha Zanko et encore d'autres, parce que je m'étais dit, ouais, il faut qu'on parle des bidonvilles et qu'on les montre parce que c'est quand même pas normal. En fait, j'aurais contribué à montrer du misérabilisme, mais c'était surtout pas ce que nos experts et nos expertes voulaient montrer. Donc, il y a un réel bénéfice à travailler avec les communautés. Mais voilà, ce bénéfice, il se gagne à la sueur de notre front parce qu'il faut qu'on puisse expliquer dans l'institution qu'elle doit se renouveler de l'intérieur, mais il faut aussi qu'on accueille les personnes qui vont travailler avec nous, qui ne sont pas des professionnels de musée. Donc, il faut qu'on leur explique comment on travaille. Et c'est pour ça que travailler finalement avec les départements étroitement, en les associant à chaque moment de création du projet, c'est hyper important parce que ça montre aussi bien aux invités qu'aux gens dans l'institution les enjeux pour les uns et pour les autres. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est surtout passer du temps à expliquer comment on travaille ensemble pour pouvoir bien travailler ensemble et surtout créer une atmosphère de bien-être et de respect pour tout le monde. Et donc voilà, sur ce message d'amour, je donne la parole à Gabi. Juste une petite précision, pardon, merci Julia. Gabi, si vous voulez bien, je vous propose de vous concentrer davantage, dans un premier temps, sur vraiment la collaboration avec le MUSEM pour nous expliquer un peu comment vous avez travaillé là-dessus, comment vous avez rejoint le groupe d'experts et d'expertes. Et puis, en fait, on parlera du musée du Gadjo tout à l'heure, si vous voulez bien. Je l'ai gardé dans une deuxième partie. Alors, la collaboration, moi, je suis venu, en fait, je suis pas de la première génération, on va dire. C'est Julia qui m'a contacté. Je sais pourquoi et je sais comment et de quelle manière. Parce que il manquait quand même, selon moi, il manquait, comme je parlais tout à l'heure, d'une pluralité de cultures. Il manquait quand même la culture gitane, qui est une très importante en France. Alors, ce que je tenais à rappeler, c'est qu'en France, comparativement aux autres pays européens et ailleurs, c'est que les communautés romanies, elles sont toutes présentes. C'est encore une fois, à l'instar des États-Unis, dans les Grandes Plaines, là, il y a un essentiel de cultures comme les Cheyennes, les Sioux, les Dakota, les Lakota, et je ne vais pas vous les énumérer toutes les cultures. En France, nous avons toutes les communautés romanies sont présentes, y compris celles qui ne sont pas d'origine romanie. Les Gitans, les Manouches, les Sintés, les Roms et d'autres qui sont apparentés comme les gens du voyage, les Yéniches, etc. Donc du coup, il a fallu créer un compromis et c'est ça qui est important. C'est ce compromis dans lequel nous allons pouvoir parler tous le même langage. Nous déjà, il a fallu nous-mêmes nous accorder et ensuite pouvoir discuter avec l'institution qui est celle du musée. Le problème, je pense qu'on a passé beaucoup de temps entre nous à être d'accord. Ça fait un peu, on le voit hein, souvent,
enfin, nous, on a un refrain, on a une sorte de proverbe qui dit « digitant dit roi », en fait. Donc, c'est difficile d'être leader, d'imposer une idée, etc. Après, ce qui va faire la différence, par exemple, nous, Culture Romani, avec d'autres cultures, comme par exemple les Kanaks, parce que l'exemple a été évoqué, c'est que, par exemple, les Kanaks, ils sont attachés à un territoire, à un espace géographique délimité, la culture avec le sol. Nous, non. Nous, on est hors sol, en fait. C'est bizarre de le dire, mais c'est pas le sol qui détermine nous, c'est le côté famille, en fait. Nos codes, nos valeurs sont liés non pas au mouvement, non pas à la caravane, mais à la cohésion de nous et entre nous, et ce qui fait de nous ce que nous sommes, en fait, et pas ce que les autres voudraient qu'on soit, en fait. Je rejoins un peu ce qui était dit tout à l'heure. Et du coup, comme nous avons tous un fonctionnement qui s'articule autour, on va dire, du groupe, alors quand on parle de famille, de groupe, c'est super large, hein, c'est pas forcément l'oncle, mais même s'il est dans la famille, il fait quand même partie d'une sorte de protocole familial, en fait. Donc du coup, ça nous réunit déjà. Potentiellement, ça nous réunit. Après, c'est la vision que nous avons de l'extérieur, mais pas une vision qui est conditionnée par l'extérieur, une vision qui est conditionnée par ceux qui sont à l'extérieur, qui nous voient, qui nous regardent. C'est ça qui nous réunit aussi. C'est la manière où nous avons réinterprété le dehors parce que le dehors nous regardait d'une façon très discriminée, en fait. Et donc, notre culture s'est appuyée aussi sur la méfiance du dehors, en fait. Nous sommes, alors même les noms de nos communautés, hein, quand on parle par exemple des Manouches, des Roms, etc., ça veut dire que nous sommes des êtres humains, en fait. Et le dehors, c'est des gadgets. Gadgets, c'est des paysans. Et des paysans à qui peut-être, d'une façon péjorative, on va peut-être les déposséder de la cohésion normale d'un fonctionnement d'un être humain. Alors, quand on est arrivé, alors je reprends le fil conducteur par rapport au musée, Barvalo, c'est déjà arriver à être d'accord avec tout ça, nous-mêmes. Voilà. Et donc, chacun des points de vue, d'autres qui mettent en avant, nous sommes des gens du voyage, mais les gens du voyage, ce sont des personnes, des Européens qui à un moment se sont mis à voyager, raisons économiques, de guerre, etc. Alors que nous, culturellement, nous sommes déjà nous ce que nous sommes et potentiellement, nous pouvons voyager. C'est la différence, en fait. Nous ne mettons pas sur un piédestal, par exemple, le voyage. Ce n'est pas la caravane qui fait, ce n'est pas notre icône. Alors, du coup, il a fallu déjà gommer ça, en fait. Ce n'est pas la caravane qui prévaut, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas les aires d'accueil, etc. C'est ce qui fait que ce que nous sommes. Donc, doucement, c'est comme un oignon, en fait. Il faut enlever des pots et des pots et des pots pour arriver à quelque chose muséalement correct. Mais c'est quand même, nous-mêmes, au niveau du comité d'experts, savons que ce n'est pas encore ça. C'est surtout pas ça encore. Donc, par contre, ce compromis qui a été trouvé, il a permis justement de construire l'exposition. Parce que si nous n'avions pas mis ce socle de compromis, ce socle de préambule dans lequel on est fondamentalement tous à peu près d'accord, on n'aurait pu rien construire parce que chacun, il aurait mis sa communauté devant, à l'instar des autres. Et c'est ça qui… je pense que ça a été la période la plus longue de ce travail-là. En acceptant les garde-fous, les barrières que nous imposait aussi le système muséal qui s'adresse à un grand public et dans lequel on est bien obligé de composer avec. On ne peut pas tout dire. Et donc, on a été d'accord de dire ce qui potentiellement pouvait être dit, en fait. Voilà. Si nous avions été complètement… Alors, je ne sais pas si nous tous avions été mandatés pour construire une exposition sans, par exemple, le musée. Je ne pense pas qu'on aurait pu atteindre nos objectifs parce que ça serait devenu quelque chose où chacun il aurait imposé son point de vue au détriment des autres et peut-être des visions péjoratives qu'on a nous entre nous déjà par rapport à d'autres cultures aussi. C'est intéressant cette question de…
Pardon, c'est intéressant Comment? cette question de compromis, hein, et de réussir à trouver un juste, une juste valeur, un juste milieu, je dirais, entre déjà voilà, Ouais. les communautés elles-mêmes, enfin au sein de la communauté elle-même, puis ensuite la collaboration elle-même avec le musée. Comme vous l'avez dit, hein, j'ai trouvé ça intéressant, cette idée de muséalement correct, c'est-à-dire d'accepter une part de se soumettre en partie à certains des protocoles du musée. En fait. Peut-être Marianne, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe au musée de Nouvelle-Calédonie, comment vous travaillez justement à représenter la culture kanak et aussi, comme tu l'as dit, avec la complexité de la Nouvelle-Calédonie et la richesse de ces différentes communautés présentes. Oui, avec plaisir. Donc, bah, c'est là où je vais rejoindre, justement ce que tu dis tout à fait Gaby, parce que, pendant longtemps, en fait, on a représenté, la culture kanak à partir des années 80 avec il y a eu une grosse quand même, revendication culturelle et c'est vrai que ça a été présenté et de nos jours, on parle des cultures kanak parce que déjà on a 28 langues, donc ça veut dire, je dirais pas 28 façons de faire, on a 8 aires coutumières, on a pas mal de donc il y a pas mal de différences entre la façon dont ça se fait dans les îles, dans le nord, dans le sud, ce genre de choses et déjà, de nos jours, on est en train d'évoluer dans notre façon de présenter ça pour déjà, montrer la diversité des cultures, des cultures kanak. Donc évidemment, moi je suis pas kanak, mais notre équipe est, très multiculturelle. Notre chef est kanak, le président de gouvernement est kanak, je suis une des rares, Kamaja, de la enfin on n'est pas beaucoup dans l'équipe, mais voilà, c'est donc je parle de mon point de vue de Calédonienne née en Calédonie et qui travaille avec des majorités de collègues kanaks. Et c'est vrai que pour la collaboration avec les communautés kanaks, elle est évidente et elle est facile, justement parce qu'on a une équipe qui est en partie kanak et qui est multiculturelle, mais aussi parce qu'il existe des structures vers qui se tourner facilement en Nouvelle-Calédonie. On a d'un côté le Sénat coutumier qui nous permet d'avoir des liens avec les différentes tribus, avec les différentes aires coutumières, trouver des personnes ressources si on en a besoin. Et ensuite, on a aussi, il y a eu le département recherche et patrimoine de la DCK Centre culturel Chibaou qui existe depuis plus de 20 ans et qui fait de la collecte de mémoire orale et de patrimoine immatériel justement dans les différentes aires coutumières. Donc les deux sont évidemment liés. Donc si jamais les liens sont faciles et ils sont automatiques, je dirais, et ils sont favorisés, ils sont aidés aussi par la façon dont la législation est faite. Et en plus, on est, voilà, par rapport au MUSEM, et cetera, on est une toute petite équipe, hein, on est une vingtaine, moins d'une vingtaine, à l'heure actuelle et donc le fait d'aller vers les gens pour leur demander de parler de leurs objets, de nos objets, enfin, c'est évident et c'est plutôt facile. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans le même, dans le même état d'esprit par rapport à ce que si quelqu'un de chez vous devait faire une exposition sur la culture kanak ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas, on n'est pas dans même si nous, en tant que musée, évidemment, le musée, c'est une institution qui est à la base très européenne et qui a été créée il y a longtemps. Elle a été la façon dont on travaille de nos jours est vraiment en lien toujours avec les communautés. Et pour les autres, justement, communautés du territoire, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 90 et qui a été particulièrement mis en place à partir des années 2000. On a eu toute une série d'expositions qu'on a faites en collaboration. Donc là, voilà, on parle vraiment de collaboration. C'est des micro-expositions qui se sont appelées matières et techniques. Je pourrais envoyer quelques liens après dans la conversation. Et l'idée, c'était de faire justement un programme de recherche, de collecte de la mémoire orale, de collecte des savoir-faire, pour enrichir à la fois les collections du musée, mais aussi pour pouvoir présenter ces communautés dans le cadre justement de la perspective de l'extension et de la rénovation du musée. On avait déjà en 2009 ce projet d'extension, donc là actuellement le musée est fermé, c'est en cours. Mais déjà à ce moment-là, voilà, le musée était pensé comme un outil concret de dialogue. Le but du musée, c'était d'aider à dialoguer, à faire dialoguer ensemble toutes les communautés du territoire et à présenter tout le monde, quoi. Et donc, il y a eu un travail de fond à la fois sur les collections et avec les communautés. Et ça a, là où ça a été vraiment enrichi, là où on y a gagné, c'est que ça a permis ensuite de créer justement des liens avec des personnes ressources de ces différentes communautés
Et ensuite, pour chaque grosse exposition, ils venaient et ils présentaient, par exemple, lors de toutes les ouvertures d'expositions, on demandait à toutes ces communautés d'amener quelque chose lors du vernissage, enfin que ce soit de la danse, du chant, de la nourriture ou des choses comme ça. Donc en fait, tout le monde était invité à chaque fois même si l'exposition n'avait rien à voir avec cette communauté-là, mais tout le monde était invité à partager l'organisation des vernissages. Et on organisait aussi régulièrement des ateliers culinaires, parce que parmi tous les patrimoines, en général, celui qui a trait à la nourriture est un des plus faciles à partager. et donc, tout le monde faire des ateliers avec toutes les communautés, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, ça a été très positif pour nous parce que voilà, des liens, rencontrer des gens et puis se mettre en commun. Et pour eux, j'ai un exemple de la communauté du Vanuatu, je crois, qui, à la suite de l'organisation de l'exposition qui était consacrée à leur communauté, se sont rendus compte qu'il manquait justement d'une association ou en tout cas d'un lien plus, je dirais, formel, et qui ont créé une association, loi 1901, pour justement se mettre davantage en réseau suite à l'organisation de cette exposition. Donc, il y a eu aussi, et c'est pas les seuls, en fait, il y a eu vraiment à chaque fois du bien des deux côtés, quoi. Merci Marianne, c'est intéressant parce que là aussi on voit comment il y a des questions de, comment dire, il y a vraiment un enjeu situé, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on est, en fonction de l'histoire aussi, de la culture et des différentes communautés, on voit comment les choses peuvent se passer plus ou moins fluidement, je dirais, si vous me permettez le terme. Et c'est super intéressant aussi de voir comment ces collaborations-là, elles ont aussi une influence sur les pratiques des cultures, comme tu le disais, enfin sur des communautés elles-mêmes, je veux dire, avec la création de cet assaut par les gens du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie. Peut-être on peut enchaîner avec Julie. Alors Julie, Bretagne Culture Diversité, ça n'est pas un musée, mais c'est une association. Cela étant, vous proposez dans le cadre des projets que vous avez développés, vous avez mis en place 2 expositions, qui sont des expositions itinérantes et aussi avec une version en ligne, sur le patrimoine culturel et matériel et sur la diversité en Bretagne. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment vous avez travaillé là-dessus et qu'est-ce que ça vous a apporté quelque part aussi. Oui, alors les expositions, en fait, ce sont les collectifs d'associations qui s'est réunis, et chaque association a souhaité valoriser, à travers la définition du patrimoine immatériel, l'élément sur lequel elle-même elle travaillait. Et un peu le principe similaire pour l'exposition sur la diversité culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu les propos de Julia. C'est dans les pratiques professionnelles, en fait, ce qui change, c'est ce temps long, où effectivement, faire à plusieurs, trouver le consensus, faire en sorte que tout le monde soit d'accord, c'est un temps plus long que si on avait porté l'exposition ou différents projets nous-mêmes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que nous, on ne choisit pas les sujets sur lesquels on va travailler, parce qu'on parlait là des expositions, mais on accompagne aussi les communautés dans des inventaires de leurs pratiques pour une reconnaissance à l'inventaire national du patrimoine immatériel. Et en fait, c'est pas moi qui vais dire tiens, je vais travailler sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là, mais c'est vraiment les communautés qui vont me solliciter en disant nous, voilà, on voudrait être accompagnés. C'est-à-dire que d'un coup, je deviens un peu un outil au service de la communauté qui souhaite être accompagnée dans la reconnaissance de sa pratique. Et donc, c'est vraiment une posture intéressante, mais comme on le disait, qui demande un peu plus de temps et de consensus, parce qu'on parlait, et ça a bien été illustré, de cette hétérogénéité au sein d'une communauté. Donc, quand tout le monde n'est pas d'accord, souhaite pas toujours tout révéler aussi. Il y a cette notion-là parfois aussi de ce qu'on aimerait garder secret ou garder pour soi, pour garder un peu une impression d'être les initiés. Et donc, voilà, de donner à voir notre pratique culturelle, mais d'en garder un petit morceau quand même. Donc, il faut vraiment articuler entre tout ça. Et puis, nous, on travaille aussi avec des élus, des universitaires qui ont eux-mêmes
leur manière de travailler, leur calendrier. Donc, on doit faire en sorte que tout ce petit monde s'accorde autour d'un projet. Ouais. Alors, j'ai un peu dévié par rapport aux expositions, mais voilà, ça illustre quand même ce que ça invite à modifier et à prendre en compte, quoi. C'est pas grave pour la déviation, ça fait aussi partie de l'ensemble de ce que vous proposez dans l'asso, donc il n'y a aucun problème, c'est aussi votre travail. Et ça, de toute façon, je pense que ça remplit, enfin, ça répond bien aussi à notre sujet. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans l'ensemble des témoignages qui nous ont été livrés jusqu'à présent, il y a aussi la notion d'agentivité, je crois, des communautés qui émergent, c'est-à-dire dans quelle mesure le musée est capable de laisser la place suffisante aux communautés pour s'exprimer, pour apporter ce qu'elles ont à apporter. Il y a aussi cette question, voilà, de respecter accepter de rentrer dans un cadre à certains moments dans le musée, enfin le cadre du musée, le protocole qui est celui du musée, qui est une institution, globalement une institution publique, en tout cas pour les acteurs qu'on a actuellement. Et puis, il y a aussi donc cette question de pouvoir, oui, c'est ça, voilà, comment de part et d'autre on va laisser la place à chacun, et comment chacun des acteurs, en fait, un musée d'un côté, communauté de l'autre, peuvent se trouver de la place pour s'épanouir, pour se représenter. Un autre point que je souhaitais évoquer avec vous ici, c'est la question de la créativité, quelque part, je crois que peuvent apporter les communautés, et peut-être même la manière dont elles peuvent aider les musées, quelque part, à certains égards, à se remettre en question, peut-être, à modifier une certaine partie de leur pratique. On l'a vu dans les exemples qui nous ont été donnés déjà un petit peu. D'une certaine manière, j'ai aussi l'impression que les communautés amènent, en tout cas celles dont on parle ce matin, amènent aussi les musées à se remettre en question et à faire preuve un petit peu je le disais en ouverture, d'humilité. Et je me demandais si il y a cette question, cette possibilité pour les musées de décentrer leur regard, de sortir d'une approche très européenne, très occidentale, pour aller accepter vers un autre regard, je veux dire. Excusez-moi, c'est un petit peu flou, mais on va y arriver. On va revenir, on va rattraper les morceaux. Peut-être qu'on peut revenir sur Barvalo. Julia, tu peux peut-être nous raconter un petit peu comment vous avez travaillé là-dessus. Et puis, je pense que j'aimerais que Gabi nous raconte aussi le musée du Gadjo, parce que je pense que c'est un élément phare de l'exposition dans le propos. Julia, si tu veux. Ouais, c'est bon, je reprends la main, pardon, non, je ne m'étais pas endormie. Le décentrement, je pourrais l'illustrer là par deux exemples. Alors, si je suis trop longue, il faut me faire un timer en disant « c'est bon, là, passe la main ». Compte sur moi que je regarde le temps. Très bien. Le premier décentrement, c'est un décentrement qui n'est pas uniquement à l'institution, mais qui est aussi un décentrement vis-à-vis par rapport à nous qui on est en tant que professionnels de musée, en général blancs, issus de la classe supérieure, etc. Et en fait, on n'a pas du tout le même statut que les représentants de communautés avec lesquels on va travailler. Et notamment, dans notre groupe, on a estimé qu'en fait, on avait demandé à chaque représentant ou représentante au moins un jour de travail par mois pendant 4 ans pour travailler sur Barvalo, qui était du travail bénévole. Et en fait, à l'origine, nous, ça nous posait pas de problème, parce qu'on se disait, on leur donne une voix. Donc, voilà, c'est bien, ils sont militants, donc c'est normal finalement qu'ils puissent parler, mais sans contrepartie financière. Et je prends d'ailleurs l'opportunité qui m'est donnée, parce que j'ai vu que Renaud Chantraine est dans les personnes qui assistent à cette table ronde. Et Renaud, je voudrais te remercier, parce que je ne sais pas si je te l'ai jamais dit ou pas, mais mon point de départ sur la réflexion de non, il faut rémunérer les représentants de communautés, et même tous les gens, les non-professionnels de musée qui travaillent avec nous sur des projets. En fait, c'est grâce à toi. Grâce à une discussion qu'on a eue un jour en réunion de service il y a plusieurs années, où tu disais, mais en fait, non, il faut rémunérer les gens, quoi qu'il arrive. Et je me souviens que sur le moment, j'avais dit, oh, mais Renaud, mais enfin, non, on leur donne une voix, voyons. Et en fait, non, tu as complètement raison. Et on a travaillé là-dessus à pouvoir faire en sorte que, voilà, il y ait une rémunération. Et d'ailleurs, je vois que Florent Moll est aussi présent. Oh, c'est merveilleux. Tout le monde est là aujourd'hui. Et donc, du coup, avec Florent et une des co-commissaires de Barvalo, Alina Maggiore, on a mis au point un questionnaire international qui nous permettait d'évaluer la manière dont, dans le monde, et surtout en France, mais quand même pas mal dans le monde, les musées
reconnaissait la participation des communautés sources dans des projets d'exposition. Est-ce que c'était financier? Est-ce que c'était d'une autre manière? Et pourquoi on a fait ce questionnaire avec Florent? Alors peut-être qu'après Florent voudra en parler, mais parce qu'en fait, le musée ne voulait pas entendre parler de rémunération, en disant, ce que je vous disais, non, on leur donne une voix, c'est déjà bien sympa, on leur donne des entrées gratuites au musée. Et donc, en fait, on a proposé à notre hiérarchie de voir ce qui se faisait ailleurs, pour voir quelle était la pratique. Et de fait, en France, ça ne se fait pas vraiment de rémunérer les personnes avec lesquelles on travaille, qui ne sont pas des universitaires, qui ne sont pas des gens de musée, etc. Et donc, mais ça se fait ailleurs dans le monde. Donc, du coup, voilà, il a fallu qu'on passe par là pour essayer de trouver un moyen de reconnaître cet apport. Donc, de décentrer finalement notre regard de société dominante, finalement, là-dessus. Deuxième décentrement que je vais la faire plus courte, Sébastien, rassure-toi, c'est sur les collections. Alors, j'en parlerai peut-être un peu plus tard sur ce qu'on a fait comme travail sur nos collections anciennes, mais de manière générale, on s'est rendu compte que nos collections, elles étaient, sur les populations romanies, elles étaient hyper biaisées. Que c'était que le point de vue des gadgets, comme dirait Gabi, et qu'il y avait très peu d'objets produits par les sociétés romanies avec leur regard sur elles-mêmes. Et donc, on s'est dit, on va constituer une collection Romanie. Enfin, c'est ce que nous, on se disait au début. Puis, au fur et à mesure de notre réflexion, on s'est assez vite aperçu que si on faisait une collection Romanie, intitulée Romanie, encore une fois, on est en train d'enfermer les communautés parce qu'on se met dans notre regard à nous centralisé de musées qui aiment bien mettre les gens dans des cases, etc. Et donc, ce qui a été le plus long pendant ces années, c'est d'amener nos collègues du musée, puis des différents comités d'acquisition, qui ne sont pas forcément des gens du MUSEM, à comprendre que non, on ne va pas constituer une collection, par exemple, d'artistes romani, parce que ça n'a pas de sens, mais Gabi en parlera beaucoup mieux que moi, mais une collection qui parle d'activisme romani, ok, comme ça n'enferme personne, et il se trouve que ceux qui en parlent le mieux, ce sont des artistes qui eux-mêmes ont une origine romanie, mais en fait, leur combat sur le militantisme antiraciste, finalement, il est assez universel. Et là, c'est juste, je vous en parle parce que c'est à la dernière commission d'acquisition, et puis lors d'entretien que j'ai fait avec des collègues, que je me suis rendu compte que ça y est, on acquiert un artiste, non pas parce qu'il est d'origine romanie, et non pas parce qu'il va parler d'un terme nous, on associe à des groupes romani, mais parce que c'est un artiste qui parle d'un sujet qui, en l'occurrence, n'a rien à voir avec le racisme, mais c'est un artiste. Et surprise, il se trouve qu'il est d'origine romani, mais c'est surtout un artiste. Donc là, il a fallu plusieurs années pour qu'on arrive à décentrer notre regard et non plus enfermer des artistes dans une catégorie ethnique que pour la plupart, ils rejettent. Voilà, j'arrête là-dessus et je cède la parole. Merci Julia. Il y a un point intéressant, je reviens juste très brièvement sur le premier point que tu évoquais. Tu as dit que c'est le travail de Renaud qui t'avait inspiré sur cette question de la reconnaissance des communautés. Je pense que peut-être Renaud acceptera de nous en parler tout à l'heure dans la phase d'échange avec les participantes et participants, mais pour moi, ça me fait penser également clairement à la question du patient expert, c'est-à-dire que dans la lutte contre le VIH/SIDA, il y a eu l'émergence de cette figure-là qui est super importante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps médical a accepté de reconnaître l'expertise qui pouvait être celle des patients et des patientes, des personnes atteintes de la maladie, ou en tout cas concernées d'une manière ou d'une autre. Et je me demande si quelque part, on n'a pas aussi cette figure du visiteur ou de la visiteuse experte qu'on a aussi au musée. Je pourrais faire des mauvaise blague sur la question du non-public, parce que c'est souvent aussi des gens qu'on essaie de faire venir, qui ne viennent pas forcément, et on va essayer de les faire venir, on va travailler avec les communautés, voilà. Et puis, ça me fait aussi penser à d'autres points, notamment des points peut-être qui vont plus loin, mais dans la question des liens entre le musée et le numérique, on a aussi cette question du visiteur expert. Elle vient aussi des gens qui écrivent sur Wikipédia ou qui participent à des communautés. Je pense que Marianne aussi en sait quelque chose pour être très investie dans les enjeux numériques et musées. Je voudrais qu'on revienne à Gabi, si vous voulez bien nous présenter un petit peu le musée du Gadjo, parce que, encore une fois, je pense que c'est important pour les gens qui n'ont pas eu la chance de visiter l'exposition, que vous puissiez nous présenter cette installation et nous expliquer en quoi, en fait, elle opère un décentrement du regard par rapport au protocole habituel du musée. Alors, déjà, peut-être expliquer un petit peu le fonctionnement de nous, comité d'experts avec le musée. Ça a été un travail avec des mises en place d'ateliers qui ont permis à chaque fois, d'une façon générale, de concentrer l'idée jusqu'à
jusqu'à avoir la possibilité de mettre en place, par exemple, dans la scénographie, on avait plusieurs espaces, plusieurs thématiques, et chaque atelier nous a permis justement de construire cette thématique. Le musée du Gadjo, ça a été en fait au départ de quelle manière nous pouvions montrer que le regard que la communauté majoritaire a sur nous, nous aussi nous pouvons l'avoir sur cette communauté. Donc au départ, il n'était pas question d'un musée, hein. Il était question peut-être d'un cabinet de gadjologie où il y avait peut-être des articles, des initiatives de personnes issues de nos communautés ou d'autres, hein, qui avaient un regard assez particulier sur la communauté majoritaire, en fait. Voilà. Mais peu à peu, s'est construit l'idée de pourquoi pas faire carrément un musée dans le musée. Et c'est l'idée qu'on a retenue. Et cette idée-là, elle m'a été confiée pour que moi, je construise avec, bien évidemment, avec les conseils les conseils éclairés de Julia et puis de Agathe et puis d'autres, hein, qui m'ont permis justement de rester dans les rails. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on a tendance, enfin moi, j'aurais tendance, comme artiste plasticien, à être un petit peu plus, pas pertinent, c'est pas le terme, mais beaucoup plus violent dans mes installations, etc. Donc, une fois de plus, il a fallu, par rapport au premier geste, le premier storyboard, je ne sais pas comment l'appeler, mais le premier croquis, etc., du musée, de l'articulation du musée du Gadjo et comment nous allions le construire, il a déjà fallu déjà border. Ça, et donc, à chaque étape, c'est du bordage, en fait. On borde, on censure, et après, c'est pas une censure, ben non, Gabi, tu peux pas dire ça, c'est pas possible et tout. C'est pas ça. Hein. C'est, ouais, Gabi, là, tu considères que, par exemple, les gadgets ont une vision très réduite de la condition de la femme? Oui. Moi, je disais oui. Et Julia, par exemple, et puis d'autres disaient oui, mais ça peut être considéré comme, sur mes cartels, comme quelque chose de sexiste, alors que c'était justement le contraire qu'on voulait faire penser. Mais il y a, enfin, moi j'ai eu l'expérience au musée du Gadjo en interviewant des gens. Il y a quand même des gens, il y a beaucoup de gens, ils sont super premier degré, quoi. Je veux dire, ils pensent, ce qu'on leur dit, c'est bon, c'est ça, quoi. C'est de l'argent comptant. Comme quand vous allumez BFM, c'est la même chose. Hein. Les gens pensent que ce qui est dit là, c'est forcément la vérité universelle. Donc, il a fallu trouver une fois de plus sur les textes les compromis qui fassent qu'on ait un texte suffisamment sarcastique et excusez-moi parce que je suis, comment on appelle ça, j'ai un souci avec les mots, il faut que je les apprenne par cœur pour pouvoir bien les parler, quoi. Et le souci de pouvoir en même temps de montrer que le côté ridicule de la vision qu'ont des groupes par rapport aux autres. Et moi, j'avais discuté avec le président, M. Costa. C'est ça, hein, M. Costa, le président qui était venu me voir pendant qu'on mettait en place, quand on montait le musée du Gadjo, qui trouvait l'idée super intéressante et il m'avait donné un autre exemple que moi, je n'avais pas pensé, qu'on n'y pense pas parce qu'on est toujours super concentré sur nos propres cultures, sur, par exemple, la vision qu'en a la communauté majoritaire sur les Portugais, par exemple. Si je vous pose une question, tout de suite, c'est ce qu'il m'a dit, quels sont les métiers traditionnels des Portugais? Tout de suite, nous vient l'idée maçon, carreleur, plâtrier, ou etc. Donc, nous-mêmes, réduisons nous-mêmes d'autres cultures, etc. Il me disait, c'est l'enjeu de la majorité qui a tendance à réduire toujours les communautés. Et là, j'ai compris, moi, que fondamentalement, le musée du Gadjo, non seulement il renvoie l'image qui nous est renvoyée à nous, mais d'une façon complètement fabriquée, le mode d'habitat, le mariage, de la préhistoire jusqu'à la vie quotidienne. Moi, je dis par exemple que globalement, vers tel âge, le Gadjo, donc la personne qui est non gitane, non romani, elle est alcoolique tout de suite, qui se marie comme ci, qui s'habille comme ça, qui met des vêtements comme ci et comme ça, ils mangent ça et pas ça, ils se réunissent familialement pour écouter du Sardou, etc. Et voilà, donc j'ai réduit la communauté gadgée à une image stéréotypée qui permet de faire peut-être comprendre pour les plus éclairés, de comprendre cet inversement en fait d'image. C'était le but, c'est expliqué par contre. Hein. Ça allait expliquer.
Mais moi, j'ai vu les gens qui traversaient le musée du Gadjo, qui le prenaient pour argent comptant, notamment dans le premier texte d'introduction, c'est marqué que cette collection qui était proposée au musée, c'est un échantillon d'une collection qui représente, je ne me rappelle plus le nombre d'objets, etc. Et il y avait une dame qui je lui expliquais, non, c'est un texte qui est inventé pour vous montrer comme si c'était machin. Et elle m'écoutait attentivement, elle me dit, oui, d'accord, mais où c'est qu'on peut les voir, les objets, justement, dans leur totalité? Elle était vraiment dans le truc, quoi. À un moment, il ne faut plus discuter, ça ne sert à rien. Je pense qu'on ne peut pas apprendre à des gens qui potentiellement n'ont pas ils ont le tympan bien trop près du premier degré, quoi. Et donc, et moi, j'ai compris que potentiellement, je pense qu'il faudrait, en fait, le musée du Gadjo, pour moi, c'est presque une étape que je réfléchis. Il faudrait presque le rendre pas universel dans sa forme des populations romanies, mais de faire de la manière où nous tous, les communautés, pouvons aussi inverser le regard. Les communautés universelles, hein, les minoritaires, ceux à qui on dit regardez, vous êtes beaux, vous êtes bien avec vos plumes et tout. Moi, j'ai vu des gens aussi qui ne s'attendaient pas à ça, par exemple, pour l'exposition globale générale. Ils s'attendaient plus à des objets stéréotypés comme une roulotte, une reconstitution d'un intérieur tzigane avec des drapés multicolores, comme on voit des fois dans les fêtes, dans les mouvements alternatifs où les femmes s'habillent un peu se déguisent en tzigane avec des robes qui volent dans le vent, un peu comme si la vie de bohème, elle n'était pas structurée. C'est une liberté dans tout, quoi, même presque libre de tout, quoi, du sexe, de l'idée, le machin, c'est le grand mélange cosmique, comme disait Dali, quoi. Non, mais c'est cette image-là que le musée du Gadjo, en structurant un intérieur, de comprendre que nous-mêmes sommes structurés. Il y a tous ces allers-retours qu'il aurait fallu peut-être comprendre. Après, on s'est bien marré quand même, hein. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'on a super rigolé à constituer ce musée-là, parce que c'est pendant une année, hein, c'est technique, hein. Moi, j'ai découvert, moi j'ai appris, ça a été pour moi très formateur, parce que j'ai appris comment la lenteur, en fait, et la lenteur de l'administration muséale, et la manière dont tout est planifié. Nous, les plasticiens, on ne travaille pas comme ça, hein, mais tout est codé, charté, etc., qui prend des temps fous, là où normalement, allez, moi je dirais en une demi-journée, c'est torché. Là-bas, non. Ça prend une semaine. Le temps que le CERFA ou je ne sais pas quoi remonte. Ah, c'est pas moi, il faut aller voir avec les collections. Ah non, les collections, c'est pas nous, vu que c'est pas dans les collections. Il faut aller voir plutôt là, et puis là. Et puis le truc, ça fait, on dirait, un album d'Astérix qui va à droite, à gauche et tout. Mais au bout du compte, on y arrive. Hein. Voilà, on y arrive et je trouve que c'était super, quoi. On voit en effet la complexité, encore une fois, de collaborer avec une institution parfois un petit peu lourde sur ces protocoles. Mais je pense encore une fois que ce qui est vraiment intéressant dans cette installation, c'est la manière dont elle déplace complètement le regard et surtout dont elle joue beaucoup. C'est pour ça que je pense que ça peut vraiment parler au public, enfin aux adhérents et aux adhérentes de la FEMS, parce que ça joue vraiment en renversant complètement les codes du musée de société. Ouais. On regarde en fait les gadgets du point de vue de cette science fictive qui est la gadgologie, de la même manière qu'on a regardé pendant très longtemps, et parfois c'est encore le cas dans certains musées, les cultures dites autres, les cultures minoritaires, comme vous le disiez, Gabi. Et même, je pense que quelque part, c'est un peu une certaine partie de ce qui a été fait au musée de Nouvelle-Calédonie autrefois, par le passé, comment on regardait les Kanaks pendant longtemps et comment les choses ont évolué. Peut-être que Marianne, tu peux nous parler aussi un peu de cette question de décentrement du regard. Comment est-ce que vous pouvez opérer ça au musée de Nouvelle-Calédonie, peut-être plus largement aussi en Nouvelle-Calédonie, puisque tu as cette vision en tant que présidente de la MEP également sur le territoire. Oui, merci. Alors c'est vrai que le musée tel qu'il existe, le musée de Nouvelle-Calédonie, ça a été la première institution culturelle. Elle a été ouverte, les premières collections ont commencé à être amassées vraiment à la fin du 19e, donc juste après la prise de possession par la France. Et c'est à la base, l'idée, c'était de créer un musée pour participer aux expositions universelles. Donc on est vraiment dans ce regard de toute façon, et puis pour mettre les objets Kanaks sous cloche parce que on pensait à ce moment-là que les Kanaks de toute façon allaient tous mourir et que ils étaient en voie de disparition et que la culture elle-même était en voie de disparition. Enfin, c'était dans cet esprit-là. Et heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et dans les revendications culturelles qu'il y a pu y avoir dans les années 70, l'idée
est vraiment venue. Les Kanaks eux-mêmes, c'était pas faire un musée, c'était faire des centres culturels. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de centres culturels qui ont fleuri à ce moment-là, et il y en a toujours en Nouvelle-Calédonie, parce que l'idée du centre culturel, donc par rapport au musée, c'était de pouvoir davantage y inscrire le patrimoine immatériel. Parce que dans l'idée du musée, il y avait, bon, non seulement il y a cette ombre de la colonisation et d'une vision quand même très européenne de l'objet qui est muséalisé, qui est mis dans une vitrine, etc. Mais il y a aussi un manque, entre guillemets, de patrimoine immatériel et de patrimoine naturel aussi. Parce que, comme je le disais, on a un gros, c'est pas un problème, mais par rapport à l'Europe, la différence entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel en Nouvelle-Calédonie, il est très compliqué à faire, et en fait, il se fait pas, quoi. Les deux sont souvent, et d'ailleurs les deux législations sont très, très similaires. D'ailleurs, dans certaines des provinces de Nouvelle-Calédonie, on a différentes provinces, on est un peu une sorte de fédération à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a en province nord et en province des îles, la législation pour le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, c'est quasiment la même, quoi. Donc, parce que justement, ce patrimoine naturel, il sert à créer le patrimoine culturel est fait de patrimoine naturel, et les deux sont tellement liés. Donc tous ces centres culturels, voilà, ils permettent de montrer le patrimoine tel qu'il est dans toutes ses facettes. Et à côté de ça, le musée de Nouvelle-Calédonie, lui, dans la façon dont il est envisagé de nos jours, il y a énormément d'organisations, d'ateliers qui permettent de créer des objets qui sont dans les vitrines, d'utiliser des matériaux. On a un jardin externalisé qui permet de faire pousser des plantes qui vont être utilisées pour les ateliers qui sont aussi dans les vitrines et pour montrer comment fabriquer ces objets. Donc on reste dans une continuité qu'on pourrait retrouver plus peut-être dans des centres culturels, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait très organiquement, très, très naturellement. Et c'est là où, dans ce sens-là, où ça décentre un peu peut-être par rapport à la vision muséale plus européenne. Et pour en revenir à l'idée de l'exposition qui décentre complètement le regard, j'avais donné l'exemple d'une grosse discussion avec Roger Boulet, qui est spécialiste des objets Kanak, et avec aussi François Coulon du musée de Rennes, il y a quelques années, lorsqu'on travaillait sur l'inventaire du patrimoine Kanak dispersé, et on parlait de tous ces musées où le patrimoine Kanak est montré de façon très passéiste et un peu très, je trouve pas de terme gentil pour le dire, mais désuet, ouais, désuet. Et où on parlait d'organiser une exposition sur la culture bretonne, en l'occurrence, comme si elle avait été vue par des Kanaks, en fait. Et donc, dans ces cas-là, l'armoire bretonne l'a présentée comme un panier des Kanaks. Mais voilà, écrire tous les textes en montrant les objets, mais en les faisant du point de vue d'une tribu Kanak qui serait arrivée en Bretagne et qui aurait dit ça c'est comme ça chez nous, pour essayer d'expliquer comment ces objets bretons peuvent être justement compris pour des gens du Pacifique. Et c'est vrai que c'est le genre d'exposition qui manque, je pense, dans le paysage en général, parce que c'est toujours intéressant et intelligent de se mettre à la place de l'autre. Merci Marianne. En effet, je pense que ça pourra peut-être donner des idées, qui sait, à nos adhérents et adhérentes de la FEMS qui sont présents ici pour développer d'ultérieurs projets. Alors, on s'approche de la fin de notre échange parce qu'on voudrait garder quand même un peu de la place pour pouvoir discuter avec les participants et participantes. J'avais une dernière question, un dernier point que je voulais aborder avec vous toutes les quatre. Je me demande si quelque part la collaboration avec les communautés n'est pas une opportunité aussi pour les musées de lutter contre les discriminations systémiques structurelles, pardon, mais systémiques ça fonctionne aussi, qu'on peut voir à l'œuvre, donc le racisme, le sexisme, les LGBT-phobies, même la glottophobie. On a parlé un petit peu brièvement de la question de la langue, on n'a pas eu le temps de développer davantage là-dessus. Donc je me demandais un peu comment est-ce que vous abordez les choses. Peut-être Julie, pardon, excusez-moi, Julie, on va plutôt reprendre par Julie. Peut-être tu peux nous parler de cette question du multilinguisme de votre travail. Ça peut être une
pistes de lutte contre la glottophobie? Oui, je parlais tout à l'heure de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel et pour ce fonctionnement de l'UNESCO où il doit y avoir un consensus, les langues ont été considérées comme un vecteur du patrimoine immatériel et pas comme un élément à part entière de ce patrimoine. Et en Bretagne, c'est vrai qu'il y a plutôt un positionnement politique à considérer, alors même si là aussi ça fait débat, à considérer là aussi que finalement les langues peuvent être un élément du patrimoine immatériel. Donc c'est peut-être un des rares écarts qu'il y a par rapport à la Convention qui reste de manière générale un cadre de référence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un aspect qui a un peu en toile de fond été abordé, mais c'est les dominations des communautés minoritaires sur des communautés encore plus minoritaires. En Bretagne, on a cet exemple avec les langues régionales, donc il y a le breton et le gallo, et on remarque effectivement que le gallo ne va pas être considéré forcément comme une langue, déjà. Donc voilà, il y a ces débats-là. Et puis, on perçoit parfois des formes de discrimination envers le gallo, en disant mais non, la langue de la Bretagne, c'est le breton, et de ne pas vouloir faire un peu une place au gallo. Et donc, c'est pour ça que nous, on a souhaité, et là, je reparle des expositions pour le coup, mais les faire en trilingue, donc français, breton, gallo, et vraiment, en termes d'organisation de l'écrit, de mettre au même niveau le gallo et le breton, pour dire que voilà, finalement, il n'y avait pas de hiérarchie entre ces deux-là, et on se rend compte que beaucoup de personnes, plutôt donc à l'est de la Bretagne, ne connaissent pas le gallo, alors qu'ils sont sur le territoire où historiquement cette langue était parlée. Donc effectivement, des fois, ces outils-là participent à alors lutter de manière structurelle, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas à rééquilibrer un peu la visibilité dans l'espace public, parce que ce sont des expos qui vont circuler dans des médiathèques, des musées, des festivals et autres, donc avec différents visiteurs et différentes personnes qui vont voir ça et qui du coup s'interrogent sur ces questions-là. Et puis ça permet aussi, et je pense que c'est assez important, c'est cette notion de reconnaissance des communautés qui parlent le gallo, de voir que bah oui, il y a des expos où ça a été traduit en gallo, et de considérer que bah oui, c'est une des langues qu'on retrouve en Bretagne sans aucune hiérarchie et volonté de les hiérarchiser. Et donc, en fait, je pense que quand c'est notre langue, alors qu'elle soit maternelle, qu'on la parle peut-être un peu moins, mais en tout cas qu'on ait un rapport affectif avec cette langue, qu'elle soit comme ça dans l'espace public reconnue, je trouve que c'est assez important. Après, je ne sais pas si ça aura des effets structurels, comme je le disais, mais en tout cas, voilà, c'est une petite pierre à l'édifice, quoi. Merci Julie. Juste très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, enfin, comme je le disais, on va essayer de garder de la place pour après. Peut-être Julia et Gabi, vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots en quoi l'exposition, à votre sens, lutte contre l'anti-xiganisme. Vous l'avez dit un peu en ouverture. Julia, peut-être? Ouais, merci. Alors effectivement, comme l'a dit Gabi tout à l'heure, dans le tronc commun qui nous a permis de travailler ensemble avec des desiderata complètement différents des uns des autres, c'est donc le fait qu'il y avait la figure de l'autre, du Gadjo, et le fait que les gens présents autour de la table, ceux qui étaient d'origine romanie, étaient tous victimes d'anti-tsiganisme. Donc en fait, finalement, très vite, on s'est dit, c'est ça le sujet de l'exposition, c'est parler de l'anti-tsiganisme. Du coup, oui, le musée a lutté contre l'anti-tsiganisme en l'exposant et en faisant en sorte que le visiteur puisse ressentir par le musée du Gadjo et par un autre dispositif qui était le corridor de l'anti-tsiganisme contemporain, ce que ça fait finalement d'être au quotidien la cible de discrimination plus ou moins violente. Donc, il y avait ça. Et puis, c'était sur nos collections aussi, parce qu'on s'est rendu compte, et là, c'est surtout avec Françoise Dallemagne, qui est une de mes collègues et qui était aussi co-commissaire de Barvalo,
Donc, on a travaillé toutes les deux sur nos collections anciennes du musée. Et comme je vous l'ai dit, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos collections Romani, elles étaient produites par des non-Romani, que ça représentait énormément de clichés, de stéréotypes, que c'était mal indexé, parfois indexé de manière raciste, avec des mots discriminants. Et là, on s'est appuyé sur le travail mené aux musées nationaux des Pays-Bas, lancé par Wayne Modest et ses collaborateurs. Et donc, ils ont produit un document, un work in progress qui s'appelle Words Matter, qui est disponible en ligne si ça vous intéresse, Words Matter, qui date de 2018. Et qui dit qu'en fait, rien qu'un cartel d'exposition, ça a un impact en fait, et que c'est porteur de racisme. Donc nous, dans l'exposition, on avait précisé d'entrée de jeu que dès qu'on voyait les mots tzigane, bohémien, romaniché, etc., nous, on les mettait entre guillemets parce que ça pouvait heurter la sensibilité de certaines personnes, mais que c'était des titres historiques. Donc, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais qu'il faut qu'on ait conscience que, justement, les mots ont un poids. Donc, on a commencé avec Françoise et plus largement les équipes des collections du musée à retravailler justement sur nos inventaires, en gardant la trace, évidemment. Il n'est pas question d'effacer ce racisme-là. C'est l'histoire du musée, c'est l'histoire des collections, mais en indiquant que voilà, ça porte en germe du racisme. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les collections des musées, elles sont accessibles à tout le monde, elles sont en ligne. Et donc, si on n'a pas ce petit trigger, warning trigger qui dit attention, là, on touche à quelque chose de discriminant, en fait, personne ne le saura jamais. Donc, c'est un travail qui est super long à mener, qu'on a aussi mené avec notre groupe, notre comité d'experts, en se demandant quelle dénomination il fallait qu'on prenne, qu'on utilise. Mais après, c'est vraiment une cuisine très interne au musée et qui est loin d'être achevée. Gabi, à toi. Merci Julia. Vraiment Gabi, en quelques mots, excusez-moi, je voudrais vraiment qu'on puisse garder un peu de temps pour échanger avec la salle. On a perdu Gabi. Marianne, peut-être. C'est bon. Allez-y Gabi. Vous m'entendez? On a reperdu. Oui, on vous entend. Vous m'entendez là? Si, ça y est. Oui. J'ai du mal avec le micro. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que l'image qu'on a à la société de nos communautés, elle est hyper mauvaise. Elle est hyper mauvaise. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais si par exemple, il y avait, je ne sais pas, mon groupe que je représente qui s'installait en Nouvelle-Calédonie, on serait discriminé direct. Et par les Kanaks, et par les Français de la métropole qui sont installés ou ceux qui sont d'origine de la métropole. Parce que le gitan, il porte en lui tous les maux de la société. Il kidnappe les enfants, il est sale, il ne sait pas manger, etc. C'est pas tout à fait un être humain, etc., etc. Moi, je sais qu'en France et ailleurs dans la planète, forcément, nous sommes juste après. Il y a, dans les sondages de discrimination, vient en fin de course les gitans, les tziganes. Le problème, c'est un grave problème parce que même le traitement de nos communautés par les médias, c'est jamais, par exemple, 3 personnes, 3 jeunes, machin, ont volé une voiture, par exemple. Ou alors, c'est tout le temps 3 personnes ou 3 gitans ou 3 machins. Il y a toujours ce côté de salir par ces 3 personnes l'ensemble de la communauté, de la discriminer, en fait, de la rendre déjà délinquante. Je ne sais pas comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie ou en Bretagne, si, je sais comment ça se passe en Bretagne. On ne dit pas 2 Bretons ont cambriolé une maison, on ne dit pas ça. Hein. Mais par exemple, en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas comment le traitement de la communauté. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui s'est fait voler son sac à main ou je ne sais trop quoi, est-ce que, par exemple, on va dire 2 Kanaks ou 2 personnes issues de la communauté Kanak ont dérobé, alors que nous, oui. Nous, on est là-dedans. Vous voyez, donc il y a un gros travail à faire. Je veux juste remonter un petit peu dans le temps. Il y a eu une exposition qui était au musée de l'immigration qui s'appelait Monde de Tzigane, une association, une exposition qui a été faite 100% sans nous, par exemple. Ce sont les Gagés qui ont décidé de dire voilà comment ils sont, voilà comment on les représente, c'est pas bien, etc. On ne nous a pas donné la parole. C'est vachement simple. Enfin, c'est super. Moi, demain, je vais faire une exposition sur les Bretons, sur les terrains de voyageurs, par exemple.
On va faire ça et on va les idéaliser ou voilà, mais ça ne se fait pas. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire et c'est ça qui m'embête, c'est que le MUSEM a posé un socle sur lequel, dorénavant, toutes les expositions qui nous concernent, nous, les gens du voyage, les cultures romanies, on ne pourra pas les faire sans nous. Ceux qui les feront sans nous s'exposent au tir à vue de nos communautés. C'est obligé. Mais ça continue, hein, je peux vous dire que ça continue comme ça. Merci Gabi. En effet, c'est bien que ça revient sur ce que je disais un peu en ouverture, hein, sur ce fameux slogan qui est ne faites pas pour nous sans nous. Hein, donc il y a vraiment cet enjeu d'associer vraiment les personnes concernées. Alors je suis désolé, le temps file encore une fois, il nous reste qu'une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut peut-être passer aux échanges avec les participants et participantes? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être François, s'il y a des questions dans le chat, je n'ai pas tout suivi, je dois l'avouer. Ou sinon des questions en direct aussi, vous pouvez aussi poser votre question à l'oral, si vous le souhaitez. On vous écoute. Dans le chat, il y avait une question de Manon Six qui demandait peut-être plus précisément si avez-vous formalisé les comités d'experts, comités scientifiques par des documents types précisant et explicitant peut-être les rôles du musée, des experts, des contributions attendues et à quel point les experts étaient impliqués dans cette démarche. Est-ce que ça a été formalisé à travers des documents types, par exemple? Alors, Marianne nous fait le nom de la tête. En revanche, je pense que peut-être Julia pourra peut-être en parler, parce qu'il y a eu cette question de la reconnaissance de l'investissement des communautés romanies dans l'exposition Barbalo. Ouais, je peux en parler. Alors, vous ne me voyez pas faire oui de la tête, parce qu'en fait, il y a tellement de soleil à Marseille que du coup, maintenant, je suis éblouie. Et vous aussi. Donc, en fait, pour te répondre, Manon, on a fait cet encadrement-là, mais on l'a fait en faisant l'exposition, au fur et à mesure que les choses se présentaient à nous, parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude. Donc, on a commencé d'abord par établir en 2019, donc au moment où on a commencé la collaboration, une charte éthique. Mais c'était une charte éthique qui était signée par les commissaires de l'époque, donc Jonas Steinberg, Anna Mirga-Kruselnicka, donc Jonas Steinberg, qui est un chercheur américain qui est venu nous proposer le projet, Anna Mirga-Kruselnicka, qui est la directrice adjointe du European Roma Institute for Arts and Culture, qui est à Berlin, et donc et moi, dans lequel on s'engageait en tant que commissaire, mais pas en tant qu'établissement MUSEM, à respecter un certain nombre de valeurs. Et donc, ça commençait à définir un cadre pour l'exposition, pour que donc notre comité d'experts sache que, par exemple, on allait parler de telle et telle communauté romanie qui était citée, que oui, on allait parler de discrimination, mais qu'on n'allait pas victimiser, que oui, on allait évidemment parler des communautés LGBTQIA+, dans l'exposition et qu'on n'allait pas discriminer non plus pour des questions de genre, etc. Donc, ce premier document qu'on a fait. Ensuite, en continuant à travailler sur l'exposition, on s'est rendu compte avec Élise Olmedo, qui est une chercheuse qui travaillait au MUSEM en post-doctorat à cette époque et qui nous a beaucoup aidé sur Barbalo. Avec Élise, on s'est rendu compte qu'on manquait de définition pour nos experts et expertes sur quelle était leur fonction à eux. Donc, on a fait une espèce de documents qui étaient mode d'emploi sur la prise de décision, comment ça allait se passer, comment on allait construire. Mais je crois que, et Gabi pourra me le confirmer ou pas, je ne pense pas que beaucoup des experts et expertes aient lu ce document. Et après coup, on s'est dit, en fait, on aurait dû faire plutôt qu'un mode d'emploi, on aurait dû faire un cahier des charges qui explique le rôle de chacun, ce qu'on attend de chacun et de chacune, côté musée, côté expert. Donc, j'ai commencé à rédiger un cahier des charges, mais au final, quand j'ai fini de le rédiger, c'était genre 2020, c'était le Covid. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est peut-être superfétatoire et peut-être que ça sera pour un projet collaboratif où il faudra le mettre dès le début, ce genre de choses. Et puis, on a aussi, donc toujours dans cette histoire de rémunération, on s'est dit, on n'arrive pas à faire rémunérer nos experts pour ce qu'ils produisent dans l'exposition, mais en revanche, on peut peut-être le faire pour l'enquête collecte. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, une enquête collecte au MUSEM, c'est une enquête de terrain qui est faite par en général des anthropologues de formation sur un terrain qui est le leur et qui va nous permettre de rassembler des objets, des témoignages, des photos, des entretiens
sur un sujet de société précis qui va ensuite enrichir les collections. Donc, en général, quand on fait une exposition maison au MUSEM, on a une enquête collecte. La nôtre, elle était sur les métiers et savoir-faire romaniques, qui était le sujet initial de l'expo, avant qu'on se dise, mais en fait, c'est raciste et c'est essentialisant comme manière de faire. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule, mais l'enquête collecte, elle était lancée et on a continué à travailler dessus. C'est un sujet qu'on a défini les terrains avec nos experts et nos expertes et on leur a proposé de faire des terrains s'ils le souhaitaient. Ce qui était une grande nouveauté parce que d'habitude, je l'ai dit, c'est que des anthropologues de formation dont le MUSEM défraie le voyage et les achats pour les collections, mais c'est tout. Et là, on s'est dit, en fait, on va proposer à nos experts d'aller faire du terrain et de rémunérer leur terrain et le rapport de terrain qu'ils vont rapporter. Et dans ce cadre-là, on a contractualisé avec ceux qui avaient envie de partir sur le terrain. Et donc, il y a eu rémunération par ce biais-là. Et donc, on a des contrats. En fait, on a utilisé nos contrats habituels qu'on faisait pour les anthropologues. Mais en fait, ça nous a pris quand même 2 ans de réflexion avec Aude Fanlot, la responsable du département enseignement et recherche du MUSEM, et avec notre juriste de l'époque, Robin Baldoum, pour pouvoir justement encadrer de la meilleure manière cette collecte de terrain. Donc voilà tout ce qu'on a mis en place. Si j'oublie pas, j'ai peut-être oublié des choses, mais bon voilà, grosso modo ce qu'on a fait, et vraiment c'est au fur et à mesure qu'on a créé, au fur et à mesure de nos besoins, et parfois c'était même trop tard, comme je l'ai dit, pour le fameux cahier des charges. Et aussi, on a aussi créé un document, un vademecum de l'enquête collecte. Alors, il en existait déjà un que Florent, qui est présent, s'il n'est pas parti, avait contribué à rédiger en 2014, un an après l'ouverture du MUSEM, avec Élise Olmedo, que j'ai déjà évoqué. On l'a actualisé en ajoutant une dimension éthique de la collecte qui n'était pas encore présente et en expliquant vraiment pas à pas ce qu'on attendait de la collecte pour que justement nos experts et nos expertes qui n'avaient jamais collecté puissent savoir un peu là où ils mettaient les pieds et voir ce qu'on attendait comme travail de leur part. Voilà. Merci Julia. Il nous reste un peu moins de 5 minutes sur l'horaire prévu. Est-ce qu'il y a des commentaires ou peut-être des réactions, des compléments peut-être à ce qu'a apporté Julia sur cette question de la reconnaissance ou la formalisation de l'échange entre communauté et musée? Peut-être même dans la salle d'ailleurs, des témoignages des gens qui voudraient compléter. Peut-être Florent éventuellement, si vous voulez nous parler du travail qui a été fait autour de l'expo VIH-Sida, mais je ne veux pas vous obliger si… Je veux bien prendre la parole, bonjour, mais je ne vais pas forcément parler de l'expo, surtout qu'il reste 5 minutes, mais non, plutôt merci déjà pour tous ces échanges. Moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez pu dire. Nous, effectivement, on a mené aussi un projet de manière collaborative, Julia le sait très bien. J'ai noté pas mal de questions, mais en 5 minutes, je vais peut-être juste en poser une pour l'ensemble des intervenants. Il y a un mot qui n'a pas été énoncé, je crois, pendant la conversation, c'est celui de communautarisme. Est-ce que vous avez été taxé de communautarisme à un moment donné? Est-ce que ce mot est ressorti? Est-ce que ça fait partie je dirais, des résistances que vous avez rencontrées? Et peut-être une deuxième question quand même que je pose à Gabi. J'ai été extrêmement intéressé par ce que vous avez pu dire sur le musée allemand correct. Et je trouve qu'il y a une tension en fait qui m'interpelle entre participation et création et prise de position. Vous avez dit finalement, si moi je l'avais fait de mon côté, ça aurait pris 5 minutes et j'aurais été plus radical, j'aurais été plus, c'est peut-être pas radical que vous avez utilisé comme mot, mais vous aurez été plus direct, quoi. Et du coup, je me dis finalement, est-ce que ce consensus qui est obtenu par la participation, parce vous avez tous évoqué l'envie d'être représentatif, de donner la parole à toutes et à tous. Est-ce que dans cette recherche de consensus, on ne perd pas de la radicalité, quoi? Et voilà, ces deux questions, peut-être, ça m'intéresse si vous avez des pistes de réponse. Merci. Merci Florent pour ces 2 questions absolument passionnantes. En effet, ça va être un petit peu short, mais on va voir ce qu'on peut faire. Sur la question du communautarisme, je me demande si Marianne, peut-être tu peux prendre le relais, parce que je sais que dans ta présentation lors du colloque donc en octobre, tu parlais justement de cet enjeu que le musée de Nouvelle-Calédonie soit au service des communautés sans verser dans le communautarisme. Peut-être est-ce que tu auras une réflexion à partager là-dessus? En tout cas, ça faisait partie des choses qu'on nous a, des garde-fous qu'on nous a donnés et des choses qu'on nous a… Parce que quand on a eu notre projet d'extension et de rénovation du musée, c'est vrai qu'on a fait une grosse enquête auprès du public et ça faisait partie
voilà, des demandes en fait du public. C'était il faut parler de toutes les communautés, mais sans tomber dans le communautarisme. On nous disait aussi il faut parler de tout le monde, mais sans oublier la culture kanak. Il faut que vous parliez de toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais tout en laissant la place à tous les autres musées qui existent et qui se sont créés entre-temps en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que c'est un peu l'accord le travail d'équilibriste à ce niveau-là, parce que oui, je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, la situation est en plus particulière parce qu'on a politiquement, je dirais que ça fait partie des enjeux de montrer cette communauté de destin, de montrer le fait qu'il y a à la fois beaucoup de communautés, d'ethnies, de personnes d'origines différentes, mais qu'on a tous une petite place d'une façon ou d'une autre quand même sur ce territoire. Et ça touche à des questions politiques qui sont quand même très sensibles. Et c'est vrai que on en est resté à la première étape, c'est-à-dire aller voir les différentes personnes, les différentes communautés, en discuter avec eux et leur demander, voilà, de quoi voulez-vous parler en parlant de vous et en même temps dans votre lien à la Nouvelle-Calédonie. Mais pour l'instant, ça allait, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas allé plus loin que ça. Merci Marianne. Sur la question de la radicalité, est-ce qu'une personne aurait envie de rebondir pour un dernier complément avant qu'on clôture la séance? Ouais, je veux bien répondre. Allez-y Gabi, on vous écoute. Déjà, répondre à Florent. En fait, c'est la différence entre un plasticien, un artiste auteur des arts visuels, et le travail d'un musée. Dans un musée, on ne peut pas tout dire. Il faut quand même être d'une façon assez neutre. Alors que nous, plasticiens, nous sommes nous-mêmes créateurs d'œuvres qui disent des choses. On n'a pas de limite. Après, ce sont les musées qui l'acceptent ou qui ne l'acceptent pas. Après, le musée du Gadjo, on savait que potentiellement, il fallait rester quand même, c'est une première étape, rester quand même suffisamment correct pour que les gens puissent comprendre l'idée. Et c'est pas une installation militante, c'est une installation justement qui renvoie à l'image. Le socle, il est quand même pédagogique quelque part. C'est ça qui fait peut-être la différence. Après, je comprends, pour finir, quand j'exagère en disant il me faut 5 minutes, c'est pas vrai. Mais c'est plus rapide pour moi de créer quelque chose avec une idée parce que j'ai pas de filtre. Alors que le musée, lui, se positionne quand même avec une sorte de filtre pour que ce qu'il en sort soit acceptable en fait et visiblement correct. Enfin correct entre guillemets, il y a l'idée quand même derrière. Et alors que moi non. Moi, il y a pas, je me suis fait allumer plein de fois parce que les gens pensaient que mon travail il était raciste alors que justement il l'est pas. Il est justement de renvoyer. Moi, j'entends souvent dire quand j'expose, des gens me disent oui, mais si on vous aime pas ou si on est contre vous, etc. C'est parce que 2 points à la ligne et là vous allez mettre tout, les poubelles, les machins. On s'installe n'importe où. On n'envoie pas les enfants à l'école ou machin. C'est tous les mots que voilà. Et moi, par exemple, dans des débats où il y a des riverains, par exemple, qui parlent, parce que moi, je suis président d'une association dans mon département, quand les riverains disent « Ouais, mais de toute façon, vous êtes la délinquance », on se demande « Vous ne payez pas d'impôts », on se demande d'où vient, comment vous pouvez vous payer de belles caravanes, des voitures, etc. Il y a quand même des sous-entendus que nous sommes par principe, nous sommes nés délinquants, quoi. Alors que moi, de la même manière, d'une façon très méchante, je dis « Oui, certes, mais nous, on ne viole pas nos enfants. On les attache pas, on les tue pas. » Et donc, voilà, une image forte contre une image méga forte. Bien évidemment que j'y crois pas à ce que je dis. C'est évident que proportionnellement, la délinquance, elle est partout. Mais les gens, ce sont les premiers à nous l'opposer, quoi, en fait. C'est pour ça que le travail d'un plasticien, c'est celui justement de pas. Moi, je connais des plasticiens qui fabriquent des objets. Enfin, pour moi, c'est de l'art déco, hein, juste pour que vous achetiez des toiles et vous les mettiez dans vos appartements. C'est tout. Alors que notre travail de plasticien, c'est pas ça, quoi. C'est juste pas ça. Voilà. Merci Gabi. On voit donc qu'il y a aussi cette question justement de la radicalité
qui se pose en confrontation avec la tonalité institutionnelle peut-être aussi des musées qui ont une approche qui est la leur et qui est voilà, un ton en termes de communication comme de médiation qui doit parfois lisser, je dirais, certains vocabulaires, ça fait partie du jeu aussi, c'est aussi les limites, explorer un peu les limites. Alors, on est vraiment sur la toute fin de nos échanges. François, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce qu'on clôt la séance ici? On Alors, a une peut-être que journée de travail qui nous attend. s'il y a une toute dernière question, peut-être. Puis après, je pense qu'il sera temps de clôturer ces échanges, mais on a peut-être le temps pour une dernière question, oui. Non, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Très bien. Eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et d'avoir participé à cette table ronde sur les communautés et les musées. Merci encore à la FEMS de nous avoir donné cette occasion, à travers les jeudis de la FEMS, de pouvoir échanger sur ces sujets. Et puis, bien, écoutez, je pense qu'il y aura peut-être des échanges aussi de ressources, peut-être, des choses qui ont été évoquées par les intervenants et intervenantes aujourd'hui. On va les transmettre à François si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je pense que François pourra les diffuser au sein des espaces de ressources de la FEMS. Merci à toutes et à toutes et à bonne journée à vous. Bonne soirée pour Marianne.